Avez-vous déjà eu cette sensation étrange après avoir parlé à quelqu'un? Comme si votre énergie avait disparu, comme si vous doutiez de vous sans vraiment savoir pourquoi. Parfois, ce n'est pas une insulte directe, ce n'est pas une violence visible, c'est plus subtil, plus insidieux. Aujourd'hui, on parle beaucoup de relations toxiques, de pervers narcissiques, de manipulation, à tel point que certains finissent par croire que tout le monde est toxique, ou pire, que le problème vient toujours des autres. Dans cette vidéo, on va faire le tri, comprendre ce qu'est réellement la toxicité et ce qu'elle n'est pas, comment elle s'exprime dans les relations, mais aussi comment parfois on peut devenir toxique pour soi-même sans même s'en rendre compte. Parce que comprendre la toxicité, ce n'est pas accuser, c'est se protéger, se respecter et reprendre le contrôle de sa vie. Qu'est-ce qu'une relation toxique concrètement? Une relation toxique est une relation qui, dans la durée, épuise émotionnellement, diminue l'estime de soi et crée un déséquilibre psychologique ou mental. Le mot-clé ici, c'est dans la durée. Une relation toxique n'est pas un moment difficile, c'est un fonctionnement récurrent. Alors bien sûr, il y aura aussi de différents contextes où la toxicité peut apparaître. Contrairement à ce que beaucoup pensent, la toxicité ne concerne pas uniquement les relations amoureuses. Elle peut exister dans le couple, avec une jalousie excessive, du contrôle et la dévalorisation, mais aussi dans la famille, avec de la culpabilisation, du chantage affectif ou domination. Bien sûr, dans le milieu professionnel, harcèlement, pression constante, dénigrement, et aussi dans l'amitié, manipulation, dépendance, relation à sens unique. Une relation toxique est définie par le comportement et non par le lien. On va avoir des exemples concrets de comportements toxiques. Une relation devient toxique lorsqu'on observe des schémas répétés comme le contrôle excessif, surveiller, imposer, décider pour l'autre, la manipulation, retournement de situation, culpabilisation et mensonge, les critiques constantes, rabaisser, dévaloriser, minimiser les réussites, la culpabilisation répétée, faire porter la responsabilité du malaise à l'autre. Pris séparément, ces comportements peuvent sembler anodins. Lorsqu'ils sont répétés, ils deviennent destructeurs. La nuance essentielle, c'est le conflit contre la toxicité. Il ne faut pas mélanger les deux. C'est un point fondamental. Une dispute, une tension, un désaccord ne font pas une relation toxique. Ce qui définit la toxicité, c'est 1. La régularité, en 2. L'intensité et en 3. L'impact sur l'estime de soi et la santé mentale. Une relation saine peut traverser des conflits. Une relation toxique, elle, crée un mal-être constant. Il y a des signaux surtout à ne pas ignorer. Souvent, le premier indicateur, ce n'est pas l'autre, c'est vous. Par exemple, vous doutez de vous de plus en plus. Ou alors, vous vous sentez vidé après les échanges. Vous vous sentez constamment en faute et vous marchez sur des œufs. Ce sont des signaux d'alerte, pas des faiblesses. Toutes les tensions ne sont pas toxiques, mais les schémas répétés, oui. La toxicité est parfois floue et involontaire. La toxicité n'est pas toujours consciente ni intentionnelle. Une personne peut être fondamentalement bonne, sans manipulation ni mauvaise intention, et pourtant devenir toxique à long terme. Pourquoi? À cause de l'instabilité émotionnelle et du comportement. Exemple, une personne lunatique. Une personne lunatique peut alterner un jour de bienveillance, ouverte ou chaleureuse, et le lendemain, être totalement froide, irritable et fermée ou agressive. Le problème n'est pas l'émotion en elle-même. Le problème, c'est l'imprévisibilité constante.
Alors, il y aura un impact psychologique lorsqu'on est face à une personne lunatique. Et avec le temps, cette instabilité crée une insécurité relationnelle, une hypervigilance, par exemple sur quel pied danser avec cette personne, une adaptation permanente de son comportement. Et vous commencerez petit à petit à mesurer vos mots, anticiper l'humeur de l'autre, modifier votre façon d'agir pour éviter un conflit. Ce mécanisme est épuisant mentalement. Alors quand l'adaptation devient un problème, à force, vous ne réagirez plus librement. Vous agissez en fonction de l'humeur de l'autre, pas de vos propres besoins. Même sans manipulation volontaire, cela va créer un déséquilibre relationnel, une perte de spontanéité, une baisse progressive de l'estime de soi. Et c'est exactement là que la relation devient toxique, même sans être méchant. Une petite nuance qui a exactement toute son importance. Être lunatique ne fait pas automatiquement quelqu'un de toxique, mais ne pas réguler ses émotions, ne pas en être conscient et laisser l'autre s'adapter en permanence peut rendre la relation toxique sur la durée. La toxicité ne vient pas toujours de la manipulation. Parfois, elle vient de l'instabilité émotionnelle qui oblige à l'autre à se désadapter en permanence. Même sans mauvaises intentions, un comportement instable répété peut devenir toxique à long terme. On va déconstruire un mythe, surtout sur les pervers narcissiques. Aujourd'hui, le thème pervers narcissique est utilisé à tort et à travers. Il suffit parfois qu'une personne soit froide, distante, égoïste ou difficile pour entendre « c'est un pervers narcissique », alors que ceci est totalement faux. Tout comportement désagréable ou toxique ne fait pas d'une personne un pervers narcissique. Le problème, c'est que cette banalisation vide le terme de son sens réel, empêche de comprendre les vraies dynamiques toxiques et crée de la confusion et de la parano relationnelle. En revanche, on va voir ce qu'est réellement un pervers narcissique. Un pervers narcissique n'est pas simplement quelqu'un de désagréable ou égocentrique. Un pervers narcissique est une personne centrée sur elle-même qui utilise de manière répétée des stratégies de manipulation psychologique afin de contrôler et dominer les autres. Les mots-clés sont répétition, stratégie, contrôle. Ce n'est pas un dérapage émotionnel ponctuel, c'est un mode de fonctionnement. La manipulation comme outil central. Le PN utilise des mécanismes précis. Inversion de culpabilité, dévalorisation subtile, confusion mentale et alternance valorisation-dénigrement. L'objectif n'est pas le conflit, l'objectif est le contrôle psychologique. Un point essentiel à clarifier, ce que le pervers narcissique n'est pas. Déjà d'une, il n'est pas exigeant, il n'est pas critique, il n'est pas maladroit émotionnellement, avoir un fort caractère ou être centré sur soi par moment. Tout cela ne fait pas une personne pervers narcissique. Une personne peut être difficile, blessante ou immature sans être pervers narcissique. La différence majeure, c'est la différence entre une personne compliquée et un pervers narcissique. C'est l'intention, la récurrence et l'absence de remise en question. Un pervers narcissique ne cherche pas à comprendre ou à s'améliorer. Il cherche à garder le pouvoir. Un pervers narcissique, ce n'est pas quelqu'un qui fait mal parfois. C'est quelqu'un qui fonctionne en faisant mal. Tout comportement toxique n'est pas pervers narcissique, mais tout pervers narcissique adopte des comportements toxiques répétés. Les 10 signes caractéristiques d'un pervers narcissique. Ce qui est important à rappeler, un seul signe ne suffit pas. C'est l'accumulation plus la répétition qui compte. En premier signe, c'est un besoin constant de contrôle. Le PN cherche à contrôler les situations, les émotions et les décisions des autres. Le deuxième signe,
c'est la manipulation psychologique répétée, mensonge, retournement de situation, culpabilisation. Tout et absolument tout est utilisé pour garder l'ascendant. Le troisième signe, c'est absence réelle d'empathie. Il peut sembler compatissant, mais ne ressent pas réellement ce que l'autre vit. Le quatrième signe, c'est la dévalorisation progressive, critique, moquerie, comparaison. L'objectif est de diminuer l'estime de soi de l'autre. En cinquième signe, on a l'inversion des rôles. La victime devient coupable et le PN devient la victime. Et là, on rejoint le triangle de Karpman. Le sixième signe, c'est le double discours. Une version publique charmante, une version privée destructrice. Le septième signe, c'est refus de remise en question. Jamais responsable, toujours justifié. Le huitième signe, alternance valorisation-destruction. Phase de séduction, on va aller dans la phase de dénigrement et enfin la dépendance émotionnelle. Et neuvième signe, besoin de domination. Le PN a besoin de se sentir supérieur pour exister. Et enfin, le dixième signe, c'est relation basée sur l'utilité. L'autre est un outil, pas un égal. Ces signes ne servent pas à diagnostiquer quelqu'un, mais à identifier un schéma relationnel dangereux. Si vous voulez aller plus loin, j'ai détaillé ces mécanismes et comment s'en protéger concrètement dans mes e-books. Le lien sera en commentaire. Comprendre ces signes, ce n'est pas accuser, c'est se donner le droit de se protéger. Je reçois bien sûr des questions fréquentes sur le pervers narcissique. Et la première question, c'est est-ce qu'un pervers narcissique est né comme ça? C'est l'une des questions les plus fréquentes. La réponse est non. Un pervers narcissique ne naît pas pervers narcissique. Ce type de fonctionnement résulte généralement de l'environnement, donc l'éducation, le cadre familial, la structure de la personnalité et des blessures émotionnelles précoces, comme des carences affectives, humiliation, insécurité. Mais cela ne doit pas être totalement une excuse. Ce sont souvent des mécanismes de protection devenus rigides avec le temps. Cela n'excuse rien, mais cela permet de comprendre l'origine du comportement. Une autre question récurrente, c'est la différence entre un pervers narcissique homme et femme. Il est important de casser l'idée reçue selon laquelle le pervers narcissique serait uniquement masculin. Chez l'homme PN, bien sûr, il aura une domination directe, contrôle visible, autorité imposée et intimidation psychologique ou verbale. Alors que chez la femme perverse narcissique, bien sûr, il y aura une manipulation émotionnelle plus subtile, ce qui va la rendre beaucoup plus dangereuse que l'homme. Culpabilisation affective, chantage émotionnel, victimisation stratégique. Les formes diffèrent, mais le mécanisme est le même. L'objectif pour un pervers narcissique, qu'il s'agisse d'un homme ou d'une femme, l'objectif reste identique. Obtenir le contrôle psychologique et une validation constante. Le PN, il va chercher à exister à travers l'autre, à se sentir supérieur et à maintenir une position dominante. Le pervers narcissique hors relation amoureuse. Encore une autre idée fausse. Le PN n'existerait que dans les couples, alors que c'est entièrement faux. On peut retrouver ce type de fonctionnement dans le milieu professionnel, manager, collègue, dans le sport, coach ou leader, dans l'amitié et dans la famille. Le contexte change, le schéma reste. Le pervers narcissique n'est pas un rôle, c'est un monde de fonctionnement, peu importe le contexte. Comprendre l'origine d'un PN n'est pas l'excuser, c'est se donner les moyens de mieux s'en protéger. Une autre
idée reçue, c'est sur l'empathie du pervers narcissique. L'idée reçue, c'est que le pervers narcissique n'a aucune empathie. C'est l'une des croyances les plus répandues et pourtant elle est fausse ou incomplète. Le pervers narcissique peut avoir de l'empathie, mais pas n'importe laquelle. Pour comprendre, il faut distinguer deux types d'empathie. On a l'empathie émotionnelle, c'est ressentir sincèrement ce que l'autre ressent. Et on a l'empathie cognitive, c'est comprendre intellectuellement ce que l'autre ressent sans le vivre émotionnellement. Le pervers narcissique fonctionne majoritairement sur l'empathie cognitive et non émotionnelle. Alors maintenant, pourquoi le pervers narcissique utilise l'empathie cognitive ? Le PN agit principalement sur son côté rationnel. Il va donc analyser vos émotions, comprendre vos réactions, identifier vos peurs, vos failles et vos besoins. Non pas pour vous soutenir, mais pour mieux anticiper, influencer et contrôler. Il va utiliser donc un masque de compréhension. Grâce à cette empathie cognitive, le PN va pouvoir vous donner l'illusion qu'il vous comprend, ou alors valider vos émotions en apparence et se montrer compatissant de façon très subtile. Mais cette compréhension n'est pas sincère. Elle sert à créer un masque relationnel. Son objectif réel, en réalité, cette empathie cognitive va lui permettre de savoir où appuyer, de manipuler plus efficacement, de maintenir son emprise psychologique. Il ne ressent pas votre douleur, il la cartographie. Le pervers narcissique ne ressent pas vos émotions, il les comprend, et c'est précisément là ce qui le rend dangereux. Tous les pervers narcissiques ne sont pas conscients de ce mécanisme à 100%, mais le résultat est le même, un usage instrumental des émotions de l'autre. Comprendre vos émotions n'est pas de l'empathie quand c'est utilisé pour vous contrôler. Il faut comprendre aussi une grande différence entre un pervers narcissique et une personne avec une personnalité borderline. Beaucoup de gens confondent les pervers narcissiques et borderline. Pourtant, même si les comportements peuvent sembler toxiques, dans les deux cas, les motivations et les mécanismes sont très différents. Pour un pervers narcissique, son objectif principal, c'est le contrôle et domination. Son comportement va être par la manipulation répétée, froideur émotionnelle, narcissisme prononcé. Son mécanisme, il va être intellectuel et rationnel. Il va analyser les émotions des autres pour maintenir son pouvoir. Et sa motivation, c'est la validation, supériorité et contrôle. Un pervers narcissique va vous faire sentir dépendant de lui, mais rarement parce qu'il souffre ou panique. C'est une stratégie consciente ou inconsciente pour garder le contrôle. Alors qu'une personne borderline va avoir un objectif principal, c'est de gérer l'instabilité émotionnelle. Et son comportement va être complètement instable émotionnellement et qui va être très marqué. Une grande peur intense de l'abandon, voire même déclencher une hypersensibilité à l'abandon. Et va avoir aussi des réactions intenses et impulsives. Son mécanisme, ça va être uniquement sur l'émotionnel et spontané. Sa motivation, besoin de sécurité et d'amour, peur de perdre l'autre. Une personne borderline peut exploser ou se replier, pas pour manipuler, mais parce qu'elle est submergée par ses émotions et a peur de perdre la relation. Même résultat extérieur, comportement parfois toxique. Par contre, la différence fondamentale, c'est que le pervers narcissique va créer une planification, contrôle et manipulation constante, alors que la borderline va être impulsive, va avoir de grandes peurs et une détresse émotionnelle. Ce qui semble toxique ne dit pas tout. Comprendre le pourquoi derrière le comportement change complètement votre approche. Et le pervers narcissique et borderline, deux dynamiques toxiques différentes, deux approches de protection différentes. La nuance clé entre ces deux troubles de personnalité qui est pervers narcissique et borderline, c'est que le pervers narcissique utilise la stratégie pour dominer. Le ou la
borderline utilise l'émotion pour survivre émotionnellement. Les deux peuvent créer des situations toxiques, mais le pourquoi et le comment sont totalement différentes. Par exemple, le pervers narcissique va utiliser une stratégie, alors que la personne borderline, ça va être l'émotionnel. Comprendre qui agit rationnellement et qui agit émotionnellement change votre façon de réagir et de vous protéger. On arrive maintenant à une phase très importante sur la toxicité. C'est être toxique pour soi-même. La toxicité ne vient pas toujours des autres, mais une personne saine d'esprit peut devenir toxique pour elle-même. Comment on peut être autotoxique ? Une personne peut se saboter sans le vouloir, malgré les bonnes intentions, comme la procrastination, repousser ce qui est important, stress et frustration. Le perfectionnisme, se fixer des standards impossibles, ce qui va créer de l'épuisement. L'autocritique, se juger sévèrement, ça va créer une diminution de l'estime de soi. Entretenir des relations négatives, rester avec des personnes qui font mal, ça va reproduire des schémas toxiques. Vous pouvez vous mettre inutilement en stress, ruminer des pensées négatives, encore et encore, ou vous critiquer pour chaque petit échec. Ce sont des comportements toxiques envers vous-même. Petite astuce pratique, observez vos comportements. Posez-vous des limites avec vous-même. Apprenez à dire stop à vos propres schémas destructeurs avant qu'ils ne vous épuisent. Être une bonne personne ne protège pas de la toxicité si vous ne protégez pas d'abord vous-même. Se respecter, c'est la première étape pour ne pas reproduire la toxicité autour de soi. Avoir des peurs constantes, bien sûr, il y aura un impact direct sur notre cerveau. Une grande partie de ce que nous percevons comme peur n'existe pas vraiment à l'extérieur. C'est nous qui nous infligeons consciemment ou inconsciemment. Par exemple, la blessure d'enfance ou d'adulte, comme l'humiliation, le rejet, le manque d'amour ou la trahison. Ça crée des schémas émotionnels persistants. Ces schémas programment notre cerveau à anticiper le danger partout. Vous avez peut-être peur d'échouer, d'être rejeté ou de, tout simplement, ne pas être aimé. Mais ces peurs viennent souvent de blessures anciennes que vous n'avez pas encore guéries. L'impact sur le cerveau, il va y avoir une activation du système limbique, c'est le centre des émotions. Un déclenchement de stress, anxiété et vigilance constante. Une diminution de la rationalité et de la prise de recul, comme le cortex préfrontal qui sera moins actif. En gros, le cerveau se met en alerte, même s'il n'y a pas de danger réel. Il y aura forcément des conséquences sur notre comportement. Par exemple, un sabotage personnel, la procrastination, l'autocritique, choix de relations négatives. On va avoir des réactions excessives dans certaines situations et un renforcement des schémas toxiques dans sa propre vie. La peur n'est pas là dehors, elle est créée par nos blessures non guéries et elle contrôle souvent nos actions plus que nous les réalisons. Astuce pratique, observez ses peurs sans jugement, identifiez quelle blessure elle active. Travailler dessus avec introspection, l'accompagnement ou thérapie. Se poser régulièrement la question. Est-ce que cette peur est réelle ou est-ce qu'elle vient d'une blessure passée ? Guérir vos blessures, c'est libérer votre cerveau des peurs que vous vous infligez. Vous me direz, c'est bien beau tout ça, mais comment repérer une relation toxique ? Reconnaître une relation toxique n'est pas toujours évident. Ce n'est pas un seul conflit ou une dispute qui fait qu'une relation est toxique. Il s'agit de schémas répétés qui vous épuisent émotionnellement. Et pour ça, il y aura des signes concrets à observer, comme le premier signe, des critiques constantes, humiliation,
Rabaissement subtil ou ouvert, moquerie régulière, même déguisée en blague. En exemple, si vous vous sentez rabaissé, presque à chaque interaction, c'est un signal d'alerte. Le deuxième signe, c'est l'isolement ou contrôle de la vie sociale. Restreindre vos contacts avec amis, famille ou collègues. On va tout simplement décider à votre place par manipulation. Si vous demandez la permission pour voir vos proches ou faire vos activités, ça devient un problème. Le troisième signe, c'est sentiment permanent d'épuisement émotionnel. Vous vous sentez vidé, stressé, anxieux après chaque échange. La relation vous prend plus qu'elle ne vous donne. Et le quatrième signe, manipulation et culpabilisation répétée. Vous vous sentez responsable du mal-être de l'autre. L'autre vous fait sentir coupable pour des situations qui ne sont pas du tout de votre faute. Alors, comment se protéger des relations toxiques ? Comprendre la toxicité n'est pas de juger l'autre, c'est protéger sa vie, son énergie et sa confiance. Et en plusieurs points, on va observer les comportements répétitifs et poser des limites claires. Identifier les schémas toxiques qui se répètent, poser des limites précises, ce que vous tolérez et ce que vous ne tolérez pas. En exemple, si quelqu'un vous critique constamment, décidez que vous ne participerez plus du tout aux conversations. En deuxième point, savoir dire non sans culpabilité. Dire non n'est pas égoïste, c'est préserver votre équilibre. Rappelez-vous que vos besoins sont légitimes. Donc refuser un rendez-vous avec quelqu'un qui vous épuise n'est pas de la méchanceté, c'est de la protection. Et en troisième point, identifiez les relations qui vous apportent énergie contre celles qui vous épuisent. Certaines relations boostent votre motivation, votre joie et votre confiance, alors que d'autres vous vident, vous stressent et vous dévalorisent. En résumé, une relation toxique n'est pas un incident ponctuel, c'est un schéma répétitif qui vous épuise. Les pervers narcissiques ne sont pas partout et une personne borderline n'est absolument pas une perverse narcissique. Et n'oubliez pas, même une personne saine peut devenir toxique pour elle-même si elle ne se protège pas. Protégez votre énergie. Posez des limites et observez vos comportements. Et rappelez-vous, vous êtes acteur de votre vie et de ce que vous dégagez et pas juste un simple spectateur. Être conscient des relations toxiques, c'est se donner le pouvoir de choisir qui on laisse entrer dans sa vie et comment on se traite soi-même. Et enfin, une petite question pour votre conscience. Imaginons que vous avez énormément d'argent sur votre compte. Quelle est la chose que vous ne pourrez jamais acheter et que tout le monde court après ? La réponse, c'est le temps. Dans une vie, on manquera toujours de temps. Alors, inutile de perdre votre temps avec les mauvaises personnes.